Bonjour mes décieux co-créateurs, c'est Lilou, je suis au Salon Zen de Paris. Je viens de rencontrer en fait Liliane qui est assise à côté de moi. On s'est rencontrés au déjeuner en mangeant une assiette, une délicieuse assiette bio, crue, comme on les aime. Et donc, donc Liliane me parle on en est venu en fait à discuter des interviews. Vous en avez vu quelques-unes. Oui, oui, absolument. Celle d'Eben Alexander, par exemple, ou de Daniel Meroy. Oui, voilà, tout à fait. Donc on discutait tranquillement et puis à un moment, votre ami ou collègue, je peux dire même, hein, parce que vous êtes psychanalyste. Oui, oui, tout à fait, psychanalyste. Depuis pas mal d'années, une trentaine d'années quasiment. Et votre ami me dit, mais elle a écrit un livre. Pas, non seulement un, mais plusieurs. Donc ça, c'est génial. Ça fait partie de ces synchronicités. Oui, c'est un livre qui vient de sortir vendredi dernier d'ailleurs, tout frais. Voilà. Donc, je suis ravie de parler du burn-out parental parce que c'est vraiment un problème qui nous concerne tous, presque, toutes les personnes qui sont entourées d'enfants. Comment on définit ce burn-out? Parce qu'on entend burn-out à toutes les sauces en ce moment. Qu'est-ce qu'un burn-out déjà? Un burn-out, c'est vraiment un épuisement. Hein. C'est un symptôme d'épuisement où les gens ne savent plus, n'ont plus la force de faire quoi que ce soit, de se lever parfois, sont effondrés. La vie leur échappe de toutes les manières. Voilà. Et on peut parler de ce burn-out pour les parents également, donc burn-out parental. C'est-à-dire qu'on n'a plus l'énergie nécessaire, la capacité de gérer ses enfants, de les canaliser, de les aider à s'épanouir. On peut plus nous-mêmes d'ailleurs. Tout à fait, c'est un véritable dépassement en fait, un effondrement et un dépassement. Et on reçoit énormément de patients actuellement en consultation pour ça. Vraiment des gens qui n'arrivent plus à gérer du tout leurs enfants. Et alors, il ne s'agit pas forcément d'enfants grands, ni d'adolescents, mais parfois de tout petits bouts de choux de 2 ans à 3 ans qui terrifient toute la famille en fait, y compris les parents. Et on a des parents qui sont vraiment effrayés par leurs enfants, même tout jeunes. Il peut y avoir même des pensées un peu très négatives, hein. Je suppose qu'il y a des parents qui regrettent même peut-être. Ah oui, vous avez tout à fait raison de le dire, ça peut paraître terrible de dire ça, mais en fait ce qui m'a incité à écrire ce livre, ce qui a déclenché l'envie d'écrire ce livre, c'est le jour où j'ai entendu une patiente me dire « J'aime bien regarder mes enfants dormir la nuit, j'ai l'impression de les aimer encore un peu ». J'ai trouvé ça vraiment extraordinaire et terrible en même temps. Hein, d'en arriver à un état d'épuisement tel, de déception telle par rapport à l'idéal que les parents peuvent se former avant de faire un enfant. Je me suis dit qu'il fallait vraiment écrire quelque chose pour aider tous ces jeunes parents qui n'arrivent plus à gérer ni en termes d'autorité, ni en termes d'énergie simplement. Et les enfants ne sont pas les seuls responsables de cet effondrement, hein, de la vie en général, l'épuisement généré par le travail, par la vie, cette course effrénée qui finalement fait perdre le sens de ce qu'on est venu faire sur cette terre. Comment retrouver cet équilibre? Par où démarrer? Parce que je suppose que c'est une chose de venir en thérapie avec vous, mais c'en est une autre en fait de faire un livre qui est un peu plus généraliste pour que tout le monde puisse s'en alimenter. Enfin, ça doit pas être évident. Comment vous l'avez J'ai essayé déjà d'indiquer tous les moments les plus critiques dans la vie des jeunes parents, tous ces moments qui peuvent générer une espèce de débordement et d'ambivalence presque de sentiments. Ouais. Ça peut démarrer déjà dès la naissance quand les parents sont perdus par les pleurs de l'enfant et par la fatigue qu'ils peuvent ressentir. Ils ne s'attendaient pas du tout à ressentir une telle fatigue avec des nuits entrecoupées, un bébé qui peut pleurer et qu'ils ne comprennent pas. Hein, parfois, des parents ne comprennent pas ce qui se passe dans la tête de leur enfant, ce que l'enfant désire au fait. Voilà, donc une certaine fatigue peut démarrer déjà là. Voilà. Et ça continue, l'enfant grandit et au fur et à mesure des périodes de vie, la fatigue grandit, l'épuisement grandit, les déceptions parfois. Mais quoi faire? Alors quoi faire? Déjà, ne pas hésiter à en parler. La plupart du temps, les parents sont gênés à l'idée de montrer qu'ils peuvent perdre pied. Voilà, donc ils n'en parlent pas et se renferment dans un isolement, dans une tristesse. Ils s'isolent. Finalement, ils n'en parlent pas non plus dans le couple. Autant le père que la mère ou les deux membres du couple, quand il s'agit de deux mamans ou de deux pères. Finalement, tout le monde se retranche dans son coin et finit par ne plus parler et s'éloigner. Et c'est vraiment la pire des choses à faire.
parce que plus que jamais, il faut se retrouver en tant que couple et avoir vraiment encore plus de tendresse, plus d'amour, plus de compassion l'un pour l'autre, parce que c'est vraiment une équipe. Et avant d'avoir été des parents, on est avant tout un couple censé s'aimer, censé savoir communiquer. Il faut communiquer. Enfin, après, quelle est l'autre étape? C'est-à-dire, d'accord, on communique, on se l'avoue, et ensuite, on parle avec les enfants, on a une conversation, on part à l'autre bout du monde pour un peu faire le point. Oui, tout à fait, vous avez tout à fait raison. Souvent, quand j'ai des enfants en consultation, des enfants qui finalement dans notre société sont très très gâtés et se plaignent beaucoup, eh bien, je leur parle de petits Africains ou de Népalais qui sont parfois obligés de faire 15 km à pied pour aller dans une école et qui sont ravis, qui ont toujours le sourire aux lèvres. Bien sûr, on peut les comparer, on peut les aider à voir ce qui se passe dans le reste du monde. Mais on peut aussi parler avec eux. Il faut vraiment faire des réunions familiales et leur dire qu'on est malheureux. Et qu'il y a des... C'est dur ça à entendre pour l'enfant? Non, il y a des moments où il faut vraiment que l'enfant comprenne que dans une famille, on est vraiment une équipe et chacun doit y amener quelque chose. Et, il y a des façons de le formuler, je suppose. bien entendu, il ne s'agit pas de culpabiliser à outrance, mais les enfants qui ne vont pas bien, les enfants qui amènent vraiment de la discordance dans la famille et beaucoup de stress, ne sont pas nés avec je dirais, avec le gène de l'enfant impossible et de l'enfant infernal. Ça n'existe pas. Tous les enfants qui viennent au monde n'ont qu'une envie, c'est d'être aimés, d'être câlinés, d'être tendressés et de vivre dans la paix et dans la quiétude. Et forcément, quand ils décèlent, même tout petits, parce que les bébés décèlent vraiment avec une facilité extraordinaire, une faille dans le fonctionnement de leurs parents, que ce soit la mère ou le père, ils n'ont pas d'autre solution que de réagir soit dans leur corps avec des symptômes psychosomatiques, ou soit dans leur comportement, avec des difficultés d'endormissement, des pleurs continuels, des problèmes de comportement, tout simplement. Donc en fait, les enfants compliqués, les enfants difficiles à gérer, font des efforts désespérés pour tirer une sonnette d'alarme chez leurs parents pour leur dire « mais il y a quelque chose qui ne va pas ». Mais ils n'ont pas d'autre moyen, à leur âge, tout jeune, de l'exprimer par des symptômes ou des caractères difficiles. Est-ce que là, c'est possible pour la famille de régler ça en parlant, ou il faut presque quelqu'un en plus qui aide un peu à canaliser l'énergie? Parce que ça peut être violent même des fois, j'ai l'impression, dans certains cas, où il y a vraiment des gros bobos, ça fait longtemps que ça dure et il y a vraiment un vrai burn-out. Bien sûr, même avec des sentiments très ambivalents chez les parents. Même des parents qui, dès le départ, n'avaient qu'une envie, c'était d'être dans la bienveillance vis-à-vis d'enfants et dans la tendresse, etc., se retrouvent parfois à avoir des attitudes extrêmement agressives à l'égard des enfants, des rejets, des rejets soit en termes de paroles, avec des mots terribles, des insultes ou carrément des violences, alors qu'au départ, c'était contre tous leurs principes. Et voilà, ils se retrouvent à avoir des sentiments très ambivalents. Une autre personne aide à canaliser. Absolument, à faire le lien en quelque sorte, déjà à analyser un petit peu les dysfonctionnements dans les actes des uns et des autres, et finalement à ramener une certaine paix, à donner des clés pour ramener une certaine paix dans la famille. Parce que les médicaments, ça arrive, on donne des médicaments pour calmer l'enfant, il est diagnostiqué tel et tel état, et au final, en fait, c'est un enfant qui simplement, il y a quelque chose qui n'a pas été exprimé certainement, ou pas été entendu. Tout à fait. Encore une fois, parce que les enfants ont une finesse psychologique. Ce sont les meilleurs psychologues de la Terre, les enfants, finalement. Leur inconscient capte instantanément dans l'inconscient de leurs parents la faille. Et encore une fois, ça les panique, ça les déborde et ça les panique. Tout simplement parce qu'eux-mêmes sont déjà débordés par des pulsions internes et inconscientes très, très, très violentes, parfois agressives. Il se passe énormément de choses dans l'inconscient d'un enfant, d'un jeune enfant de 3 à 6, 7 ans. Et forcément, il n'a qu'un besoin, c'est d'être canalisé. Et quand il ne trouve pas cette fermeté, allié à une grande tendresse, à beaucoup d'amour, mais une grande cohérence dans le fonctionnement de ses parents, soit parce qu'ils sont fragilisés par des problèmes psychologiques ou qu'ils ont une certaine discordance dans leur fonctionnement psychologique,
Alors l'enfant est paniqué, il est perdu et il cherche une limite qu'il ne trouve pas. Et tant qu'il ne la trouve pas, il est obligé d'avoir un comportement pénible, toujours pour tirer une sonnette d'alarme. Je me souviens de... J'ai eu une adolescence très difficile, hein, comme certainement beaucoup. Mais enfin, moi, c'était une incohérence au niveau du schéma familial par rapport à ce que je voyais. Donc je me rebellais quelque part. Maintenant, je le vois avec la distance, mais c'est ça. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'enfants, ils sont dans ce cas-là, c'est-à-dire qu'on essaye de crier, de crier, de se faire entendre, quoi, de dire mais regardez, regardez, ça ne fonctionne pas, on ne peut pas continuer comme ça, mais on n'a pas les clés forcément à cet âge-là pour s'exprimer, hein. C'est là la difficulté. Et il y a de plus en plus d'enfants certainement qui sont sensibles, où les enfants changent également, non ? Bien sûr. Ils ont une clairvoyance. Les enfants des années 2000 ont une clairvoyance incroyable. Et alors, ça paraît paradoxal parce qu'en même temps, on a l'impression qu'ils sont immatures, qu'ils sont hyper gâtés, hyper légers, etc. Mais fondamentalement, ils ont une capacité à voir les dysfonctionnements. Ils ont une ouverture psychologique vraiment intense. Et vous parliez... Ça demande des nouvelles structures, des nouveaux schémas, des nouvelles choses, hein. C'est pas des médicaments qui vont régler tout, on est d'accord. Les médicaments ne règlent vraiment pas tout et même il faut conseiller plutôt la parole et l'amour plutôt que les médicaments. C'est bien plus efficace. Vous parliez de l'adolescence tout à l'heure, bien entendu. L'adolescence, c'est une période d'une fragilité et d'une subtilité extraordinaire. Parce que les enfants dans ces tranches d'âge ont une espèce de luminosité psychologique incroyable. Ils captent ce que leurs parents ne captent plus depuis longtemps. Ils ont une clairvoyance extrême, mais ils ne savent pas l'exprimer. Ou alors ils l'expriment avec vigueur ou avec agressivité. Et finalement, comme en plus ça coïncide avec la période dans laquelle ils ont besoin de casser leurs idoles, alors bien sûr, ça fuse avec beaucoup de violence. Mais si on prête un petit peu attention à ce qu'un adolescent dit, on va voir, et c'est une petite fenêtre parce que ça ne dure pas très longtemps, ça dure finalement que 2 ou 3 ans. Et si on capte ce qu'un adolescent voit et dit dans cette période-là, on va être émerveillé de la clairvoyance et de l'intelligence, de la perspicacité psychologique qu'ont les enfants à cet âge-là. Et c'est une période fantastique parce que si on l'étouffe, cette période, elle se referme définitivement. Et les gens sont les jeunes pour longtemps, hein. Et pour longtemps parce que Si on n'a pas les outils pour longtemps. Tout à fait, exactement, c'est tout à fait ça. C'est comme si d'un seul coup toute cette clairvoyance, toute cette intelligence psychologique se bouclait, se fermait, et il va falloir après des années pour réouvrir et pour comprendre à nouveau tout ce qu'on avait compris à 12, 13, 14, 15 ans. C'est extraordinaire ça quand même. Et en fait, les parents sont souvent dépassés dans cette période, sont effrayés de voir leur petit bout de chou changer si puissamment et avec autant d'agressivité, et finalement soit se braquent, soit se referment. Alors que c'est un moment fantastique où les enfants ont beaucoup à apprendre aux adultes dans ces moments-là. Et pour que l'adulte soit vraiment là et présent, je suppose qu'il y a des choses à faire. C'est vraiment prendre soin de soi aussi. Parce que des fois, on a l'impression qu'en tant que parent, on reprojette après des peurs, on refait... on projette nos propres peurs et dans le coup l'enfant reproduit un certain schéma qu'on a envie d'éviter, ça crée plein de tensions. C'est comme si en fait des fois on avait des enfants un peu trop tôt avant d'être complètement construits et quelque part guéris soi-même. C'est sûr que l'idéal serait déjà de faire un gros travail sur soi-même, d'ouvrir un peu son esprit et son cœur et de comprendre un petit peu tous les mécanismes qui ont pu nous encombrer depuis l'enfance avant de faire des enfants. Mais la plupart du temps, c'est pas ce qui se passe. Il n'est jamais trop tard, hein ? Il n'est jamais trop tard, c'est vrai. Mais la plupart du temps, c'est l'inverse qui se passe. Et les gens font des enfants sans mode d'emploi, en quelque sorte, et se retrouvent très dépourvus depuis les tout jeunes âges de l'enfant jusqu'à ce que l'enfant quitte la maison. Voilà. Si vous aviez quelque chose à dire là, de quelqu'un qui regarde et qu'on peut plus, c'est l'horreur à la maison, on n'en peut plus, que ce soit un enfant ou que ce soit un parent, quel est votre message ? Alors déjà, pour un parent, ça serait déjà de se poser et de se rappeler qu'ils sont les parents. Et qu'il y a encore quelques années, finalement, cet être qui est inquiétant en face et qu'on n'arrive pas à gérer était un tout petit bout de chou dans le ventre de sa mère.
Donc il faut se rappeler qu'on est les parents et que les enfants finalement comptent tellement sur ses parents. Ils ont un espoir désespéré à voir leurs parents être vraiment des parents et tenir la route en tant que parents. Voilà. Et donc de manier autant l'amour, la tendresse, mais un véritable amour, pas quelque chose de surface. Il faut que l'enfant vraiment sente qu'il y a quelque chose de profond et de sincère. Et on a le droit de parler de ses peurs à son enfant. On a le droit de dire, en ce moment, je n'en peux plus. En ce moment, je suis presque désespérée parce que je n'y arrive plus. Et j'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu m'aides à Sincère. et sincère. Pas manipulateur, parce que... Surtout pas, parce que, encore une fois, l'hyper-clairvoyance des enfants ne veut pas se tromper. Elle va tout de suite déceler un parent qui est soit manipulateur, soit dans la démagogie, etc. Et ça ne pourra pas fonctionner, parce que l'enfant aura un peu plus, à ce moment-là, de pensées négatives à l'égard de son parent. Et c'est pas tendre, en général. Hein, donc vraiment manier beaucoup l'amour, se rappeler ses rêves d'avant d'avoir des enfants. Quand on fait des enfants, en général, c'est avec l'idée d'une certaine sérénité et que la vie va être douce et agréable. Voilà. Et c'est un partage d'amour, c'est pour ça qu'on fait des enfants. C'est fondamentalement un partage d'amour, c'est quand même extraordinaire. Faire un enfant, c'est faire venir une âme sur cette terre. Et c'est vraiment lui permettre de s'épanouir, de grandir pour pouvoir après continuer sa vie. Et personne ne vient sur cette terre pour rien. On est tous là pour faire des choses extraordinaires. Et même si ce sont des choses très simples, mais la moindre chose simple doit être faite avec amour et cœur. Voilà. Donc faire des enfants, c'est déjà leur transmettre cet amour plus que tout et les aider à grandir, tout simplement, mais dans la cohérence. Ils sont aussi des êtres à part entière, mais en pleine évolution, comme nous tous, quelque part. Des fois, on a l'impression que des parents voient les enfants comme quelque chose de moindre, ou peu importe les conséquences, on lui balance n'importe quoi, on lui dit des choses atroces, mais ça, après, l'enfant va vivre avec ça le reste de ses jours. Je veux dire, c'est quelque chose de... C'est très important ce que vous dites, ce que vous me posez comme question, parce qu'en fait, un bébé qui arrive, et Dieu sait si j'en vois en consultation, moi je suis toujours émerveillée quand je vois des enfants en consultation, même des tout petits bébés, parce qu'ils ont un regard, une intelligence dans le regard, une connaissance dans le regard. Et quand ils viennent avec leurs parents qui sont mal pour une raison ou pour une autre, l'enfant observe ses parents, même s'il est tout petit, même s'il a 1 mois, 2 mois, il suit ses parents, il veut comprendre, il veut capter. Et il n'a qu'une envie, c'est que ça se passe bien. Voilà. Je pense que c'est une chose fondamentale à entendre pour les parents qui sont débordés. Finalement, leurs enfants ne veulent qu'une chose, c'est que ça se passe bien et que ça se passe dans la sérénité. Et c'est quand ils ont l'impression que le parent ne peut pas, parce qu'il y a une faille chez ce parent, que le désespoir de l'enfant l'entraîne à avoir des comportements insupportables. Encore une fois, pour tirer cette sonnette d'alarme. Et moins on comprend, plus l'enfant est insupportable. Mais chaque comportement pénible chez un enfant est vraiment l'indication d'un symptôme et de ses efforts désespérés pour que ça s'arrange. Et le message pour l'enfant d'un certain âge, bien sûr, qui peut écouter ça, ou de la part d'un... Qu'est-ce que le parent peut dire, ou le réconforter, parce qu'il y a un besoin d'expression, c'est ça, hein, quand même. Oui, bien entendu, de toute manière, toujours parler. Et quand on ne sait pas parler, on a le droit de parler simplement avec ses gestes, à prendre son enfant dans ses bras, quel que soit son âge. Tout le monde a besoin d'être pris dans les bras, tout le monde a besoin d'être aimé, quel que soit son âge. Et je ne pense pas que même un adolescent rebelle pourra se durcir au point de rejeter un parent qui lui tend simplement la main ou qui vient simplement le prendre dans ses bras, même sans parler. Mais toujours le faire avec énormément de sincérité et de simplicité. Voilà. Ça marche pas? Dans ce cas-là, physiquement, l'enfant ne supporte même pas le moindre geste. Dans ce cas-là, il faut peut-être consulter quelqu'un qui va aider à faire le lien et finalement à reconnecter cet amour qui s'est perdu à un moment donné. Voilà. Mais il ne faut pas oublier que tous les enfants finalement peuvent avoir beaucoup de compassion pour un parent qui est en état de fragilité ou en état de faiblesse. Mais il faut juste actionner la bonne corde, qui est d'oser dire « je ne vais pas bien,
Je te perds, je me perds, je n'y arrive pas. Il faut qu'on fasse quelque chose pour se retrouver. La vulnérabilité, cette authenticité, hein, c'est une ouverture, ça, pour avoir un dialogue. Tout à fait, parce qu'en fait, les enfants sont prêts à tout pardonner. Toutes les erreurs des parents, ils peuvent les pardonner à partir du moment où le parent reconnaît la souffrance de l'enfant ou la faille ou la difficulté qu'il y a eu dans la famille. Et là, d'un seul coup, l'enfant est à nouveau pris d'espoir. Et cet espoir, lui, le calme, l'apaise. Et finalement, ça va revenir en boomerang vers le parent finalement, il va y avoir une bonne dynamique qui va se réinstaller dans la famille. Les enfants sont prêts à toutes les compassions pour leurs parents. Très bonne nouvelle. Merci beaucoup, Liliane. C'était avec plaisir. C'est le burn-out parental. Voilà. Plus d'informations. Et puis c'est vrai que maintenant, il y a quand même beaucoup de livres. Il n'y a pas le mode d'emploi des parents, mais il y a quand même beaucoup de livres sur plein de sujets très précis. Vous êtes aux éditions Très Daniel. Il y a de nombreux éditeurs aussi qui proposent plein de belles choses, plein de beaux ouvrages où il y a le savoir d'années et d'années pour vous de 30 ans de consultation. Donc merci beaucoup. C'était avec grand plaisir. Merci. Je vous embrasse très fort de Paris. Merci à vous. Merci. Au revoir.